Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes dernières lectures BD et comics. Et comme d'habitude, je me suis lâchée à la médiathèque. Toutes les BD et tous les comics que je vais vous présenter aujourd'hui assez rapidement seront chroniqués sur le site pugoscope.fr, donc je vous invite à aller regarder si vous voulez des chroniques plus complètes. Et on commence par un comics, c'est le tome 1 de Lady Mechanika par Joe Benitez chez Glénat. J'arrive un petit peu en retard après que tout le monde l'ait lu, cette série est un énorme succès en France. Je crois que au moins 3 tomes sont déjà sortis, peut-être 4, je suis pas sûre. Et donc je me suis dit que ça serait quand même pas mal de commencer cette série dont je n'ai entendu vraiment que du bien, que des éloges. Donc ici on se retrouve dans un univers steampunk du 19e siècle. Dans la ville de Mechanika se trouve notre héroïne, qui est une rescapée d'une expérience scientifique qu'il a laissée avec 2 bras mécaniques. Elle ne se souvient de rien, elle ne sait ni son passé ni son identité, du coup elle va prendre celle de Lady Mechanika et va tenter d'en savoir plus sur qui elle est et qui est responsable de sa transformation. Après tous les avis positifs que j'ai entendus sur cette série, j'ai peut-être mis la barre un peu trop haute parce que pour ma part et pour celle de Dan aussi, on a été un peu déçus par ce tome 1. Alors pourtant je trouve que l'idée de base est vraiment super, l'univers steampunk, le 19e siècle, donc une certaine époque, les machines, le langage et les expressions d'époque, tout ça est vraiment très bien retranscrit dans le comics et donc cette base, je la valide complètement. Mais moi, mon souci vraiment, c'est le scénario que j'ai trouvé vraiment pas très original, enfin vraiment pas original, hein, le coup de l'héroïne qui ne sait pas qui elle est et qu'il faut qu'elle retrouve son identité et qui lui a fait ceci ou cela, c'est vraiment un peu bateau pour moi. Alors c'est sûr, il s'agit que d'un tome 1, donc il faut bien que ça pose les bases de l'univers et que ça commence par un scénario simple qui peut-être après va s'étoffer, je ne sais pas, j'ai pas encore lu le tome 2. Mais pour le coup, moi ça m'a pas du tout piqué ma curiosité. Au-delà de ça, j'ai bien aimé le personnage de Lady Mechanika, qui est vraiment une femme forte et indépendante. Et évidemment, le gros point fort du comic, ce sont les dessins de Joe Benitez. On peut pas dire que les dessins soient moches, c'est vraiment très beau. Et quand j'ai lu le comics, je me suis presque dit que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de couleurs dans ce comics, parce que l'artiste qui a fait les couleurs a utilisé une palette très sombre, ce qui fait que parfois le trait de Joe Benitez qui est super fin, on ne le voit presque plus, et c'est dommage. Donc c'est vraiment un comics à lire en lumière naturelle, parce que il faut vraiment, et puis avoir une bonne lumière, pour pouvoir vraiment apprécier les dessins. Et quand on voit les crayonnés qui sont en bonus à la fin du comics, je trouve que c'est vraiment encore plus beau, juste en crayonné et sans les couleurs. Il a apporté beaucoup de soin aux détails des costumes, des éléments mécaniques, des détails de l'époque victorienne des costumes, tout ça c'est vraiment très très beau. Mais là encore, il y a un petit point qui me chiffonne, c'est que Joe Benitez va utiliser de trop nombreuses fois à mon goût des dessins où on voit Lady Mechanika ou d'autres personnages de plein pied, presque en grande page, et pour moi ça rend vraiment le comics assez statique. Et pour moi, ce genre de dessins, on les retrouve plutôt sur des couvertures ou dans des sketchbooks, mais à l'intérieur d'un comics, quand il y en a trop, comme là, je trouve que ça fait plus démonstration que vraiment qu'il y a un côté utile à ça. Je trouve que c'est un peu dommage, et moi, ça m'a dérangé, même si, on va pas se plaindre, on peut du coup admirer les très beaux dessins, c'est sûr. Voilà, donc c'est un album en demi-teinte pour moi, je vais quand même lire le tome 2 parce que j'ai bien envie de voir ce que ça donne ensuite, et puis les dessins sont cool, donc j'ai envie de voir plus de dessins. On continue avec Zombilenium tome 2 et tome 3 d'Arthur Depin chez Dupuis. J'avais lu le tome 1 à la fin de l'année dernière et j'avais beaucoup aimé, ensuite on avait pu enfin voir le film Zombilenium, film d'animation toujours par Arthur Depin qui était excellent, je vous le conseille vivement si vous aimez Zombilenium ou si vous voulez découvrir mais pas par la BD. Et donc là j'ai emprunté le tome 2 et le tome 3, il n'y en a pas après, même si à la fin du tome 3 on a une mention à suivre, mais ça fait déjà un moment que c'est sorti donc je ne sais pas s'il y aura une suite ou pas, mais j'espère. Zombilenium, je le rappelle, c'est un parc d'attractions qui emploie des monstres et des créatures un peu flippantes, mais les clients, les visiteurs ne le savent pas. C'est donc une entreprise qui a les mêmes problèmes qu'une entreprise normale, le stress, les heures de travail, les vacances,
et donc les mêmes procédures et le même fonctionnement qu'une entreprise normale. On va voir des syndicats, les ressources humaines, mais tout ça appliqué à des vampires, des zombies, des loups-garous, donc évidemment c'est très drôle. Du coup oui, ça fera super rire les enfants parce que y a des monstres et les monstres c'est rigolo. En plus de la façon dont ils sont dessinés, je pense que les enfants adoreront. Et pour les adultes, ça les fera marrer aussi parce que ça leur fera repenser à leurs propres inquiétudes du monde du travail. Le tome 2 s'intitule Ressources humaines et il ne va pas poursuivre les révélations qu'on a à la fin du tome 1. Il part un peu sur une histoire pas complètement différente puisqu'on est toujours dans le parc Zombilenium bien sûr, mais dans une direction un peu plus différente. Moi ça m'a pas spécialement dérangé, même si c'est vrai que j'aurais bien voulu en savoir plus par rapport à ce qui se passe à la fin du tome 1. Là on est vraiment centré sur les conflits et les revendications salariales dans le parc, et les conflits qu'il y a avec les humains qui habitent tout autour du parc, et où le chômage est très élevé et qui évidemment ne peuvent pas être embauchés dans le parc puisqu'ils ne sont pas des monstres. Donc ces problèmes vraiment typiques d'une grande entreprise vont se faire de plus en plus nombreux, stress, burn-out, révolte, grève, tout ça va s'enchaîner et le directeur Francis von Bluth, qui est un vampire, va avoir du fil à retordre s'il veut faire prospérer son parc. Et voilà, tous ces problèmes se poursuivent également dans le tome 3, donc là il y a une vraie continuité entre le tome 2 et le tome 3. J'ai vraiment adoré, comme le tome 1, le tome 2, le tome 3, vraiment pour moi tous les trois sont vraiment du même niveau, et ils sont tous vraiment assez drôles. Ici on a toujours la même qualité graphique que dans le tome 1 avec ce dessin numérique et vectoriel qui est vraiment super original et qu'on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres BD traditionnels, donc moi ça me plaît beaucoup. D'ailleurs on retrouve exactement cette même patte graphique dans le film d'animation, donc ça c'est très cool aussi. On va découvrir de nouveaux personnages et en apprendre plus sur les autres qu'on connaît déjà. Et voilà, c'était vraiment très bien. Par contre, voilà, à la fin on est un peu frustré parce que clairement il faut la suite, mais il n'y en a toujours pas. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Freak Squill de Florent Maudoux. Celui-là, il s'appelle Les Chevaliers qui ne font plus nid. Ça vient du label 619 des éditions Ankama. Et je vous ai déjà parlé du tome 1 que j'avais vraiment adoré, que j'avais lu là encore fin 2017. Et donc on a 3 personnages, Chance, Ombre et Xiong Mao, qui sont 3 étudiants d'une école pour héros. Je vous avais dit que c'était vraiment très drôle, un ton très léger et humoristique, qui mélange le côté manga avec le côté comics et le côté BD française traditionnelle. Et je vous avais aussi dit qu'il y avait un côté très Martin Mystère ou Totally Spies pour le côté crépage de chignon entre potes et chasse aux monstres et en même temps université avec problèmes d'université, les cours, le stress, les examens, les profs, les camarades tête à claque, etc. Donc dans ce tome 2, on continue à suivre nos 3 personnages qui continuent à faire leur vie d'étudiants d'école des héros. Et dès les premières pages, j'étais déjà mort de rire de voir Chance et Xiong Mao qui sont obligés de vivre ensemble. Et bon, ça se passe pas super bien et j'étais juste à mourir de rire, je rigolais comme une malade toute seule. Dans le tome 2, les profs leur ont concocté un examen assez difficile et super marrant. Il fallait se mettre à la place d'un vilain super méchant et de concocter un plan de domination mondiale. Et du coup, nos 3 héros vont trouver un plan vraiment farfelu et assez loufoque, qui m'a fait pas mal rire, à base de biscuits de l'armée. Ils vont devoir aller fouiller dans les archives de l'école, qui sont labyrinthiques et qui renferment plein de choses mystérieuses, mais je ne dis pas quoi. Et on va aussi voir pas mal Funérailles, personnage qu'on avait entrevu dans le tome 1 et que j'avais bien aimé. C'était un prof très mystérieux, manchot. Et ça, voilà, ça c'est encore quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, vraiment tout est génial, le scénario est super, les dessins sont super, c'est dynamique, c'est propre, net, précis, c'est drôle, c'est frais, c'est trop bien. Lisez Freak Squill. On continue avec La Guerre des Mondes, tome 1 et tome 2 par Dubs et Vicente Cifuentes, je ne sais pas comment on dit, on va dire que c'est comme ça, et ça vient de chez Glénat.
En 2016, Glénat a initié une nouvelle série de BD vraiment intrigante et que je trouve vraiment géniale. C'est bien, c'est voilà l'adaptation des livres les plus connus d'H.G. Wells, qui était un écrivain de la fin du 19e siècle, qui était précurseur de la science-fiction. J'ai déjà pu lire, et je vous en ai parlé la dernière fois, fin 2017, La machine à explorer le temps, que j'avais vraiment beaucoup aimé, que ce soit d'un point de vue scénario qui était très très fidèle au livre, et au point de vue graphique aussi, les dessins étaient vraiment magnifiques, et puis l'objet livre aussi est très beau. Ce sont vraiment de très belles BD, Glénat a vraiment fait un travail un peu steampunk à l'ancienne pour les visuels, et c'est vraiment trop cool, et moi dès que je les vois j'ai juste envie de les lire. Donc là on est sur l'adaptation de La Guerre des Mondes d'H.G. Wells, donc qui date de 1898. Pour ma part, je n'ai pas lu ce livre, j'ai vu, comme tout le monde je pense, le film qu'il adapte avec Tom Cruise, un film qui ne m'a pas laissé un grand souvenir, hein, clairement. Mais là je me suis dit, tiens en BD, pourquoi pas, si c'est aussi fidèle et aussi bien que La machine à explorer le temps, bah ça peut être cool. L'histoire est évidemment très simple, un jour, des sortes de météorites bizarres vont tomber de la Terre et elles viennent de Mars. Mais ces météorites ne sont évidemment pas que des météorites, en fait ce sont des espèces de cylindres hyper chelous qui viennent d'une civilisation supérieure à la nôtre à ce moment-là. Les tripodes vont sortir de leur vaisseau et vont commencer à semer destruction, chaos et mort sur l'Angleterre et dans beaucoup d'autres pays, dans le monde entier je suppose, hein, la guerre des mondes. Et on va suivre un personnage qui va se retrouver tout seul et tenter de survivre face à ces extraterrestres. Comme pour La machine à explorer le temps, on a Dobbs au scénario, mais là, cette fois au dessin, on a Vicente Cifuentes. On a un dessin qui est très clair, très beau, très classique, mais en même temps modernisé, c'est-à-dire qu'il fait pas vieillot, il fait quand même assez dynamique et assez frais. Et j'ai bien aimé le design des martiens, des créatures de l'espace et des tripodes, qui font vraiment un peu kitsch, un peu à l'ancienne, mais ça va bien du coup avec cette histoire qui fait quand même un peu datée. Parce que ouais, là, j'ai vraiment moins aimé que La machine à explorer le temps. Ça se lit quand même bien, c'est fluide, et puis voilà, une histoire d'invasion extraterrestre, ça se lit très bien, et les dessins sont très beaux, mais je trouve que l'histoire est quand même vachement datée. C'est juste une histoire d'invasion, quoi, y a pas vraiment de réflexion derrière, ou en tout cas je suis passée à côté. Mais j'ai bien aimé le fait justement que ça se passe au 19e siècle parce que du coup il y a vraiment une certaine naïveté de l'époque qui ressort bien de cette BD. Et cette série est vraiment une excellente idée de la part de Glénat et évidemment j'ai très envie de lire du coup L'Homme Invisible qui est aussi en 2 tomes et L'île du Docteur Moreau. On termine avec un comics, c'est Les Gardiens de la Galaxie tome 1 par Brian Michael Bendis et Steve McNiven et puis Sarah Pichelli aussi, je ne sais pas. C'est chez Panini Comics et c'est sorti en 2014 et c'est une série qui date de 2013. Comme beaucoup, j'ai surkiffé, adoré le film Les Gardiens de la Galaxie, sorti en 2014, 2013, je sais plus, qui nous proposait un film complètement déjanté avec des personnages atypiques et complètement barrés. C'était très drôle, c'était fun, c'était frais, c'était trop bien. Du coup, moi qui ne lis pas énormément de comics de super-héros, que ce soit Marvel, DC ou peu importe, j'avais quand même envie, pourquoi pas, de tenter une série Gardiens de la Galaxie, et je suis tombée sur celle-là qui date de 2013 donc. Et donc moi clairement, ce que je recherchais, c'était la même ambiance que dans les films, je voulais le côté fun, le côté barré, je voulais retrouver Groot et Rocket Raccoon, comme tout le monde. Et du coup j'ai été un peu déçue, j'ai quand même bien apprécié cette lecture, mais il faut savoir que ce comics diffère vraiment beaucoup du film. Et c'est pas une critique, c'est pas gênant que ce soit pas le film. Au début, on va commencer par voir les origines de Star-Lord, donc Peter Quill, et là, rien que là, déjà, c'est différent par rapport au film. On va y voir son père, qui s'appelle Jason, et qui est le roi de Spartax, et qui vient donc d'une autre planète, et donc il rencontre sa mère sur Terre, et patati patata. Peter Quill, lui, ne se fait pas enlever comme dans le film, il passe sa vie sur Terre, il rejoint la NASA, et plus tard, il rejoint les Cosmic Avengers avec Iron Man pour protéger la Terre de la menace extraterrestre. Menace qui va très vite arriver dans le comics sous la forme d'une invasion d'aliens badoons,
invasion qu'il va falloir arrêter. Oulala, bien sûr. Alors le scénario est beaucoup plus complexe que ça, mais j'en ai déjà oublié la moitié en fait. Je me rends compte que je sais déjà plus trop ce qui se passe, mais il y a une histoire avec le père de Peter Quill, voilà, voilà, il y a des trucs quoi, il y a des trucs. J'ai bien aimé cette lecture, mais j'ai vraiment pas été transcendée pour autant. Comme j'ai dit, moi je voulais de la fraîcheur, de l'humour, un côté déjanté, presque cartoon, et y a pas ça du tout, enfin pas trop dans ce comics, là il est assez sérieux. Voilà, je trouve que les dessins sont pareil, un peu trop calibrés, trop sérieux, ils sont très beaux, hein, ils sont très bien faits, on a des couleurs vives et vraiment pleines de peps que j'ai beaucoup aimé, mais c'est trop sérieux. Et par exemple, Groot, je n'aime pas la façon dont il est représenté, c'est-à-dire cette espèce de gros monstre hyper détaillé, plein de racines. Il est pas du tout mignon, il fait peur, on a l'impression que c'est un énorme monstre. Et alors que moi je préfère quand il est plus mignon, quand il est plus cartoon, comme dans le film. Donc c'était une lecture pas mal, avec un scénario efficace, mais voilà, il manquait vraiment le grain de folie. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir lu d'autres séries Marvel pour comprendre celle-ci, c'est vraiment une série qui se suffit à elle-même, on comprend tout, c'est très fluide, il n'y a pas besoin d'avoir lu Iron Man ou je ne sais quoi pour comprendre les événements qui se passent dans ce comics. Donc ça c'est très bien pour les gens comme moi, qui ne lisent pas énormément de comics de super-héros, Marvel ou autres. 5 tomes de cette série sont déjà sortis donc chez Panini Comics, je ne sais pas si le 5e tome est une fin ou s'il y en aura encore après, je ne sais pas. Dans tous les cas, je pense que je vais quand même lire le tome 2 pour voir comment ça évolue. Voilà, c'est tout pour mes avis sur ces comics et BD, c'était plutôt pas mal, hein, franchement, oui, c'était bien. Si vous avez lu ces BD ou comics, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et si vous avez des recommandations, comme toujours, n'hésitez pas à me les écrire, j'essaierai de me les procurer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description juste en dessous. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Oui, oh là là. Une thèse chez Glénat. Chez Glénat. Je me suis entraînée pendant 5 minutes à faire ça. On va pas poursuivre les révélations qu'on a à la femme du... Quoi ? Du parc et où il y a un taux de chômage.